Bonjour à tous, je suis Aurore Sauvia, je suis avocate au barreau de Paris depuis 12 ans et je travaille sur les sujets qui ont trait à la propriété intellectuelle et à la tech. Et depuis 4 ans maintenant, j'accompagne mes clients sur des dossiers en lien avec l'intelligence artificielle et comment on respecte les obligations réglementaires qui peuvent vous incomber dans le cadre de votre intégration de l'intelligence artificielle dans vos process. Sur les sujets IA et réglementaires, il y a plein de verticales qui peuvent concerner vos entreprises. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une verticale qui a trait à vos obligations de transparence quand vous utilisez de l'intelligence artificielle pour intégrer l'IA dans vos processus de création, de production à des fins marketing, promotionnelles et publicitaires. Donc la grande problématique, c'est comment j'intègre l'IA dans mes process. Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur des dossiers IA. J'y suis rentrée par les early adopters qui étaient les freelances, les sous-traitants, qui travaillent pour les agences avec lesquelles vos sociétés travaillent. Donc en fait, on a quand même une cascade de droits qui se fait. Depuis 4 ans, elle existe. Mais il y a 4 ans, tous les early adopters, c'était les freelances qui se posaient plein de questions. Comment je vends mon visuel que j'ai généré avec de l'IA? On me demande un petit budget, j'ai gagné du temps, c'est génial. Qu'est-ce que je peux garantir à l'agence? Qu'est-ce que l'agence peut garantir au grand compte? Plein de questions se sont posées au fil de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, ces questions qui étaient des questions initialement de freelance, puis ensuite d'agence, sont devenues des questions qui ont intégré toutes les directions marketing des grands comptes. Ça, c'est juste quelques chiffres, parce qu'on se rend pas bien compte du niveau d'adoption parfois chez ses concurrents. Et souvent, dans les maisons de luxe notamment, on a un petit peu un biais qui est de se dire « Ah là là, mais moi, si je fais de l'IA et que je me tape un fameux bad buzz, parce que comme Coca, en fait, on considère que ma campagne, elle est pas terrible en termes de rendu. Est-ce que je suis un early adopter par rapport à un gros concurrent? Est-ce que je suis en retard? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il y a cette FOMO, cette fear of mixing out là qui anime tous les grands comptes? Et avant de passer cette étape, on se pose plein de questions. Donc quand même, juste pour vous dire quel est le niveau d'adoption dans les entreprises. On a des chiffres. En 2025, on considérait que 49% des équipes de marketing dans le monde avaient intégré l'IA dans leur processus de production, de création de production audiovisuelle et visuelle à des fins notamment marketing, promotionnel, publicitaire. En 2026, les chiffres, c'est qu'on est sur près de 75%. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je le vois aussi sur ma clientèle, parce que maintenant, ça fait 2 ans que j'accompagne des annonceurs qui ont passé les dernières années à faire des phases de test. Qu'est-ce que je peux créer? Comment je peux le créer? Qui sont maintenant passés sur des phases d'adoption et qui me disent, bon, bah, on a fait les tests, on voit que ça marche, on voit qu'on peut avoir des rendus super. Donc maintenant, on veut faire de la prod à des fins publicitaires, notamment. Mais comment je le fais pour m'éviter ce fameux préjudice potentiellement réputationnel si j'ai pas respecté, 1, le cadre réglementaire, et 2, des mesures de bonne pratique un petit peu éthiques dans ce processus de création. J'ai que 15 minutes, donc c'est une formation que je peux faire en 2 heures. Donc je vais essayer de vous en donner la substantifique moelle. Et en fait, pour limiter les risques, il y a 2 grandes étapes à connaître. Il y a les risques réglementaires qui sont là au moment du processus de production. Comment je crée, avec quels outils, qu'est-ce que je choisis? Et il y a tous les risques qui arrivent une fois qu'on a fini de créer avec de l'IA et qu'on a créé des livrables. Comment je les diffuse? Est-ce que j'ai des obligations qui s'imposent? Vous verrez que oui. Et on a notamment des obligations réglementaires sur la transparence qui s'imposent à partir du 2 août 2026 à toutes les entreprises. Et l'enjeu est d'autant plus fort quand vous travaillez chez des grands comptes parce que votre risque réputationnel se répand sur la toile comme une traînée de poudre. Donc ces obligations réglementaires-là, jusqu'à présent, tout le monde s'en fichait un petit peu. On faisait ce qu'on voulait, on marquait pas trop IA ou pas. Désormais, à partir du 2 août, il va falloir se poser très 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 sérieusement la question, sauf à vous retrouver en infraction réglementaire avec notamment l'IA Act, pour ne pas le citer. Alors, quels sont les risques au stade de la production de contenu à l'aide de l'IA? Ces risques-là, ils sont essentiellement au nombre de 3. Il y en a d'autres, mais je vous ai mis les plus importants. Le premier, c'est d'assurer la confidentialité de ce que vous donnez en brief. Vous êtes un grand compte, vous donnez un brief à votre agence ou à votre sous-traitant freelance, donc vous lui remettez des éléments de votre marque, des logos, des images de campagne préexistantes, ce à quoi vous voulez arriver. Et toutes ces données-là, il faut faire attention à ce qu'elles ne se dispersent pas dans les outils d'IA de manière incontrôlée.
Le deuxième risque, c'est de s'assurer que quand on a fait de la production avec de l'IA, on a bien récupéré des droits de commercialité sur ce qu'on appelle les outputs, sur le résultat qu'on a généré avec de l'IA, ce qui n'est pas toujours le cas. On va voir pourquoi. Et le troisième risque à gérer, c'est celui de la revendication de droits d'auteur. C'est pas parce que je crée avec de l'IA que je ne peux pas revendiquer des droits d'auteur. Les cas où on peut les revendiquer, on va s'en parler après, c'est quand on a fait un processus créatif. Mais c'est pas parce que j'ai la commercialité sur l'output que j'ai des droits d'auteur. On va avoir la distinction qui est assez fondamentale à connaître. La première chose à savoir, c'est pour gérer ces risques-là, c'est que je dois maîtriser mon processus de création à l'aide de l'IA. Ça implique de savoir qui crée, avec quels outils, sous quel plan de souscription pour chaque outil et selon quelle méthodologie. Qui crée, il n'y a pas 1000 façons. C'est soit vous, vos maisons directement avec les équipes marketing en interne qui créent tout 100% en interne. C'est soit l'équipe marketing qui sous-traite à une agence, soit l'équipe marketing qui sous-traite à un sous-traitant freelance directement. Ça, c'est les 3 grands cas qu'on voit partout, qui sont assez universels. Dans le premier cas, quand c'est en interne, on gère tout ça à la maison avec des process qui sont internes à la société. Quand on sous-traite, que ce soit une agence ou que ce soit un freelance, il faut mettre un cadre en place pour pouvoir imposer à nos sous-traitants co-contractants les mêmes obligations qu'on a imposées à nos salariés pour faire un processus créatif qui soit propre, éthique, responsable et conforme à notamment l'IA Act. Ensuite, quels outils on choisit ? Donc ça, c'est un des grands sujets qu'on aborde souvent en formation. On me dit, moi j'adore Midjourney, c'est génial pour faire des moodboards, les équipes sont fans. Est-ce qu'on peut adopter Midjourney pour faire de la prod ? Midjourney, typiquement, c'est le genre d'outil qui a des terms of condition qui sont très flous et qui vous garantissent pas forcément d'assurer la confidentialité des données que vous allez soumettre à l'outil, notamment vos données de brief. Donc il y a des outils qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose à faire, c'est d'aller lire les Terms of Services. C'est systématiquement écrit. Si ce n'est pas écrit de manière claire, c'est que potentiellement vous avez un risque sur le fait que l'IA que vous utilisez capte toutes les données entrantes, les données qu'on appelle input, vos prompts, les vidéos, les visuels que vous allez mettre en données entrantes pour essayer de générer une donnée sortante. Donc il y a des outils comme Syllab, il y a des outils comme Wavy, pour ceux qui connaissent, qui vous garantissent des mesures de confidentialité sur les données entrantes. Donc ça, c'est des outils qu'il faut plutôt privilégier, qu'il faut absolument privilégier. Et dans la plupart des grandes maisons, en fait, de toute façon, elle va éviter les outils chinois, typiquement, parce que les outils chinois prennent vos données, les remoulinent, les passent dans leur modèle d'entraînement pour alimenter leur modèle et que leur modèle reste les plus performants du marché. Donc ça, c'est le premier stade de vérification. Et ensuite, le deuxième stade de vérification, c'est le plan de souscription. Ok, j'ai dit que j'utilisais un outil du marché qui garantit la confidentialité de ce que je lui soumets, c'est super. Mais pour avoir les droits de commercialité sur ce que je vais générer avec cet outil-là, il y a quelques années, il y a 4 ans, tous les outils étaient en mode freemium. Le but, c'était qu'on les utilise, qu'on les adopte, qu'on puisse plus s'en passer. On en est là, maintenant on peut plus s'en passer, on se dit qu'on gagne un temps fou. Donc maintenant ils sont passés sur un plan payant. Le but, c'est complètement de rentabiliser leurs modèles qui sont déficitaires financièrement. Donc maintenant, pour avoir les droits de commercialité, c'est-à-dire de faire un usage commercial de l'output, de ce que vous avez généré avec un outil d'IA, il faut vous assurer que le plan de souscription payant que vous avez choisi vous le permet. Et typiquement, il y a des plans pro qui vous permettent de faire un usage payant limité et il y a des plans entreprises qui vous permettent d'avoir des droits de commercialité sur tout ce que vous générez à l'aide de l'IA dans le cadre de vos processus créatifs. Donc ça, c'est les phases de vérification à amorcer qui vous permettent de garantir la commercialité, les droits de commercialité sur ce que vous générez. Par contre, si vous voulez savoir si vous avez des droits d'auteur sur ce que vous avez généré avec de l'IA, on est sur une autre process qui est celui de vérifier que l'humain qui a créé à l'aide de l'IA a fait un processus créatif propre avec ce qu'on appelle, nous, juristes, un processus qui témoigne de l'empreinte de sa personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement ? Ça veut dire qu'il faut juste vous assurer que le freelance, l'agence, le créateur interne, le salarié, le préposé, peu importe comment on l'appelle, a fait un processus où il n'a pas juste écrit génère-moi un chamallow et pof, le chamallow sort et c'est génial et vous utilisez l'image comme ça, parce qu'en fait, il n'a pas fait de choix créatif.
Donc en fait, il faut vous assurer que votre créatif, à plusieurs stades, il a fait tout son parcours créatif, il a fait un sketch note, vous avez fait un mood board, ensuite il a itéré non pas avec un outil mais potentiellement avec 6. Ensuite, il a fait des travaux de post-production. Et ce qui est important, c'est qu'il faut garder des preuves de tout ce processus créatif parce que c'est ces preuves-là qui vont ensuite vous permettre de pouvoir revendiquer des droits d'auteur sur les créations que vous avez générées, notamment à l'aide de l'IA, pour vous prémunir de contrefaçons de tiers qui se diraient « Ah, c'est super ce qu'ils ont généré avec de l'IA, je vais prendre à peu près la même chose, le remettre moi-même dans une IA, le remouliner et faire quelque chose de similaire pour s'inscrire dans des processus que vous connaissez tous bien, de concurrence déloyale ou de parasitisme à moindre frais. » Donc ça, c'est un petit peu notre processus créatif, nos enjeux au stade de la création. Il y a des façons assez simples de maîtriser ces risques et c'est de mettre en place des processus pour vérifier que toutes les étapes qu'on a vues auparavant sont remplies. Ce processus-là, c'est mettre en place un process de validation, mettre en place un process pour documenter l'apport créatif humain et avoir des politiques en interne sur le choix des outils. Ce processus-là, il me reste 3 minutes 30, donc je vais passer vite. Vous avez quelque chose de similaire avec les agences. Donc en fait, ce que vous faites en interne, vous devez absolument l'imposer à vos agences. Et j'insiste sur un truc qui est différent par rapport à ce que vous faites en interne, c'est que les obligations que vous avez imposées aux salariés pour qu'ils créent avec de l'IA de manière éthique et conforme à la réglementation, il faut le faire rejaillir dans vos documents contractuels avec les agences. Si vous vous contentez des templates de base qui ne sont pas dédiés à l'utilisation de l'IA, il n'y a pas de garantie que vous donne l'agence sur le fait qu'elle crée de manière éthique et conforme à la réglementation en vigueur. L'étape 2, c'est l'étape, je pense, en ce moment la plus critique pour nous tous. C'est celle sur laquelle je suis énormément interrogée en ce moment. C'est limiter les risques au stade de la diffusion. Donc maintenant, on est tous d'accord, on a créé avec de l'IA, on trouve ça chouette, c'est un rendu qui est canon. Et on veut commencer à diffuser des campagnes. Il y a 2 risques. Le premier, c'est le risque qui est lié à l'uniformisation des contenus. On mouline toutes nos données avec de l'IA et l'IA a tendance à uniformiser ce qu'on lui donne. Donc avant, quand on crée quelque chose, on vérifiait qu'il n'y avait rien d'existant de similaire. Avant de commencer à diffuser, il faut faire exactement la même chose avec vos prods qui sont générés à l'aide de l'IA parce que vous avez plus de risques que quelque chose de similaire existe déjà. Donc, comment on fait ça? On met en place un processus de vérification d'antériorité. C'est-à-dire que vous prenez votre visuel, vous prenez votre vidéo, vous le passez sur Google Lens Reverse, vous le passez sur un TinyEye. Il y a des logiciels comme ça qui permettent de browser le web existant pour vous dire « Ah bah tiens, c'est marrant, ça ressemble en fait à quelque chose qui a déjà été vu ». Si ça ressemble vraiment à quelque chose de déjà existant, vous avez potentiellement un risque de contrefaçon, de droit d'auteur, de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Donc dans ce cas, refaites votre processus créatif, il y a quelque chose qui a été loupé quelque part. Peut-être que votre créa a prompté en disant bah, « fais-moi quelque chose à la manière de Banksy » et ça ressemble beaucoup à une œuvre de Banksy, manque de peau. La deuxième partie, et là c'est la partie la plus sensible, c'est celle qui est liée à la qualification de deepfake. Le deepfake, ce n'est pas du tout que Emmanuel Macron, le lapsus magnifique, Emmanuel Macron, qui se balade en bikini sur des talons de 10 sur les quais de la Seine. En fait, le deepfake, c'est une obligation qui découle de l'IA Act, qui rentre en vigueur là, le 2 août 2026. Donc c'est pour ça que ça devient extrêmement important de prendre en compte ces obligations. Et le deepfake, c'est un contenu qui est de type vidéo, image ou son. Donc le texte n'est pas concerné par le deepfake. Et c'est un contenu qui ressemble à un sujet existant, que ce soit un lieu, que ce soit un objet, que ce soit une personne physique. Et c'est un contenu qui donne une apparence trompeuse de véracité. Quand ce texte est sorti, on s'est tous dit « Ah, c'est un peu comme les sujets de publicité trompeuse ». Donc si je fais un contenu IA qui n'est pas trompeur pour le consommateur, potentiellement, je n'ai pas de problématique avec le deepfake. Non. En fait, cette notion n'a rien à voir dans l'IA Act avec la notion de contenu trompeur. Là, le deepfake, c'est tout ce qui donne une apparence de véracité. Donc, potentiellement, c'est intéressant, je vous enverrai cette slide qui a été faite. Il y a un projet de ligne directrice et de code de bonne pratique qui a été produit là en mai 2026, donc il y a quelques mois, par la Commission européenne qui vous donne des exemples de ce que c'est qu'un deepfake. Le premier est extrêmement parlant. Typiquement, vous recréez une scène d'un match de foot brandé avec écrit la marque d'un grand compte, j'en sais rien, Nike, pour montrer que vous faites du sponsoring et vous utilisez ça à des fins publicitaires. Vous avez recréé un deepfake, c'est-à-dire des vrais faux humains sur un vrai faux terrain avec des vrais faux maillots.
Et donc, même s'il n'y a rien de trompeur pour le consommateur au sens déceptif du code de la consommation, ça donne une impression de véracité. Donc, c'est un deepfake. Donc, qu'est-ce qui en découle? C'est que vous allez avoir des obligations de marquage. Vous allez être obligé de marquer sur votre contenu, à des fins publiées à des fins marketing, que une partie de cette vidéo, j'en sais rien, 3 secondes d'un plan, a été générée par IA, que l'image que vous mettez sur votre site e-commerce a été générée à l'aide d'outils IA. Souvent, on me demande qu'est-ce que je dois mettre, quelle mention, quelle taille, où. La réponse, elle est dans le code de bonnes pratiques qui a été fait par la Commission européenne. Je vous engage à aller le lire parce que c'est hyper clair pour les équipes marketing. On vous dit quel type de contraste il faut, à quel endroit il faut le mettre. Si c'est une vidéo de plus ou moins 30 secondes, un son de plus ou moins 30 secondes, vous avez plein de lignes directrices qui ont été mises en place. Donc vous pouvez récupérer ce code de bonnes pratiques qui est en anglais, qui est très dense. Vous le passez dans Claude, vous lui demandez de faire une infographie. J'ai fait ça pour mes clients, c'est super. Les équipes marketing, elles ont un petit kit clé en main pour se dire où est-ce que je dois mettre la mention IA lorsque j'ai créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Ça, c'est ensuite un petit processus que j'ai mis en place pour mes clients pour les aider. Il va falloir mettre en place un processus avant la diffusion de qualification de deepfake. Il faut se poser absolument ces questions. Tracer la genèse du contenu. J'avais une image, je l'ai animée à l'aide de l'IA. Sur cette vidéo, combien de plans sont faits à l'aide de l'IA? Si vous n'avez pas ce suivi-là, vous ne pourrez pas savoir où mettre votre mention. Donc, il faut absolument assurer une traçabilité de la genèse du contenu. Ensuite, il faut se poser la question du test de réalisme. Est-ce que ça ressemble vraiment à quelque chose qui est existant? Si la réponse elle est oui, vous mettez cette mention IA. Vous avez des petits logos qui sont dans ce code de bonne pratique. Ensuite, vous avez le test d'authenticité perçue. Est-ce que vraiment on peut croire que c'est quelque chose qui existe? Les lignes directrices vous donnent des exemples. Si par exemple, je voyais mon petit footballeur avec son t-shirt Nike qui volait autour de la Tour Eiffel, on serait sur de la fiction. C'est pas quelque chose qui existe. Je n'ai pas l'obligation de marquer que ça a été fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Et ensuite, il va falloir documenter ces décisions. Parce que désormais, vous êtes sur une obligation réglementaire. Donc, si on vient vous chercher parce que vous n'avez pas marqué correctement les contenus générés à l'aide de l'IA, on va vous demander pourquoi. Et si vous n'avez pas fait un processus où à la fin vous documentez les décisions avant leur diffusion, vous ne pourrez pas répondre et les sanctions elles vont potentiellement jusqu'à 3% du chiffre d'affaires monde de l'entreprise concernée. Donc on n'est pas sur des petites sanctions. Il va y avoir une phase de tempérance où on va vous faire des avertissements, mais à la fin le risque maximal c'est 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. J'ai largement dépassé le temps, donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin si vous avez des questions.